Bonjour à tous, je suis Charlotte et je vous invite dans ce nouvel épisode de votre podcast Entrepreneur d'idées du réseau Apogée. Comme chaque mois, je pars à la rencontre d'un projet remarquable et inspirant. Pour ce podcast, je vous présente la capsule de voyage immersive multisensorielle Virtisense. Cet outil propose une immersion par le sens adaptée à tout type de public afin d'offrir aux personnes fragilisées une expérience unique. J'ai pu rencontrer l'un de ses fondateurs, Ludovic Viart, sur leur site de production dans le nord de la France, afin de nous raconter toute l'histoire de ce projet collaboratif au cours d'un premier épisode. Dans un deuxième épisode, vous entendrez le témoignage de Luigina De Francesco, chargée de projet pour l'APEI de Saint-Omer, Pauline Parissot, éducatrice spécialisée, et Dominique Roussel, aide-soignante au sein du foyer d'accueil médicalisé Julien Leclerc. Kevin, un des habitants du foyer, nous fera part de son expérience d'immersion. Bonjour, je m'appelle Ludovic Viart, donc je suis directeur général et en même temps CTO de Virtisense. J'ai 11 ans d'expérience dans tout ce qui est IT, donc je travaille essentiellement pour les grands comptes, ArcelorMittal, Decathlon, Auchan, Finaref, peu importe, plein de grands comptes dans l'IT. Et j'ai changé de métier pour maintenant avoir 13 ans d'expérience dans tout ce qui est IoT et nouvelles technologies. Donc IoT, tout ce qui est objets connectés. Ouais. Donc un peu ce qu'on a à la maison, les objets connectés, les petites caméras, tout ce qui communique à la maison. Voilà, j'ai travaillé là-dedans, donc je me suis réorienté sur l'électronique. Et après, pour arriver maintenant chez Virtisense. D'accord. Ouais. Alors, je veux bien que vous me présentiez un petit peu. Alors, je vais vous raconter déjà l'histoire de Virtisense. En fait, l'histoire a démarré, donc c'est Xavier, donc on est 3 associés. Il y a Xavier, Guillaume et moi. Donc Xavier a eu l'idée en fait, puisque Xavier est le papa d'une petite fille qui s'appelle Lilou, qui est atteinte d'autisme sévère. Et il s'est rendu compte grâce à un casque de réalité virtuelle, il arrivait à la canaliser, à lui faire oublier un peu et la faire voyager. C'est là où il a eu l'idée d'utiliser un casque VR et en même temps d'essayer de rajouter du sensoriel. Donc voilà, donc il a arrêté de travailler et il s'est concentré sur son projet pendant 5 ans. Donc sur la partie, donc il a contacté des écoles pour essayer de faire des prototypes, pour essayer d'avancer sur le projet, jusqu'au jour où il a dû se remettre à travailler parce que le projet était un peu en stand-by. Et alors je vous passe tous les détails de notre rencontre, mais on est venu à se rencontrer. Je lui ai conseillé de rejoindre Euratechnologie à Lille. D'accord. Ce qu'il a fait, donc il habite Reims et il est venu vivre pendant 1 an ici à Lille. Et il a intégré Euratechnologie. En parallèle, moi je continue à... Qui représente... Ah, c'est quoi Alors Euratechnologie, c'est un incubateur de start-up et donc c'est là où on a tout l'accompagnement pour aider à avancer sur les projets, que ce soit sur la partie technique, que sur la partie financement, recherche de financement, etc. D'accord. Un incubateur spécialisé dans tout ce qui est technologie, nouvelles technologies. Exactement. Donc tout ce qui est... toutes les startups en fait en général donc démarrent de là dans un incubateur et sont développées au sein de Euratechnologie. Ils ont plusieurs phases d'accélération. D'accord. Voilà. Ensuite, suite à ça, Xavier et moi on a continué à discuter pendant une petite année, le temps qu'il était à Euratechnologie. Et ensuite, il m'a demandé de le rejoindre sur le projet pour la partie technique, puisque c'était le gros problème, c'était la partie technique qu'il fallait développer. Et puis, donc voilà, moi j'ai arrêté mon travail et je me suis concentré à 100% sur le projet. Et là, on a commencé à développer le premier, alors c'est pas un prototype, c'est un proof of concept. Ouais. Donc on a pu mettre en application dans des salons, dans des établissements, voir un peu ce qu'il n'y avait pas et le faire évoluer pour maintenant avoir un produit final. D'accord. Voilà, suite au premier test, on a vu qu'il y avait de l'engouement, on a vu qu'il y avait pas mal d'appétence sur le projet. Mais ce qui nous manquait, c'était la partie financement, et donc c'est là où on a trouvé notre troisième associé qui est Guillaume, qui lui est spécialisé dans tout ce qui est financement, et donc lui il a réussi à trouver du budget, à aller chercher, à aller démarrer la société, et donc on a démarré la société donc en décembre 2019. Elle a été activée en février 2020, malheureusement juste avant la phase de Covid. Et donc ça posait quelques petits problèmes. Donc dans un premier temps,
on fabriquait les machines au Tech Shop. Alors le Tech Shop, c'est un Fab Lab qui est à Lille, pas loin d'Euratechnologie. Ouais. Et donc on avait accès au Fab Lab grâce à Euratechnologie. D'accord. Donc ils nous finançaient l'accès au Tech Shop et donc on pouvait fabriquer nos machines. Sauf que confinement oblige, on s'est retrouvés à la porte un beau jour. Ils nous ont prêté quelques machines pour qu'on puisse développer. Donc on a développé la machine, donc on fabriquait les machines chez nous, dans le garage, dans le salon, etc. Et puis après on est arrivé, donc on a pris des locaux ici, puisqu'il nous fallait des locaux. Et donc on a pris nos locaux ici, donc maintenant ce que vous voyez là c'est le showroom. D'accord. Donc on est dans le showroom là où on accueille les clients, les prospects potentiels et on leur fait tester la machine. D'accord, ok. Voilà, donc le showroom c'était la première partie. En fait on a toujours une présence, tous les 4 mois on retourne chez le client pour suivre l'évolution, pour leur donner des nouvelles informations. Parce qu'on innove sur la partie technique, mais aussi sur la partie support. C'est-à-dire qu'au début, on faisait que des films standards qu'on récupérait par licence. Maintenant, on a notre propre équipe vidéo, donc on génère nos propres films, donc on peut s'adapter à des demandes assez spécifiques. On va travailler aussi sur des chasses au trésor, donc qui permet au personnel soignant de demander à l'utilisateur de chercher des objets dans un environnement. On a plein d'évolutions qui sont en cours de développement encore et donc qui continuent à évoluer au fur et à mesure. D'accord. Et donc alors ces voyages, c'est parce que principalement les reportages, ce que vous présentez aux utilisateurs, ce sont des voyages Pas que, en fait on a du voyage, on a on est en train de refaire pas mal de reconstitutions. C'est-à-dire que par exemple on a fait la mine de Leeuwarden, donc on s'est habillé en mineur, on a eu l'autorisation pour aller tourner dans les mines. Et donc on a fait un film sur la mine de Leeuwarden. Donc là on se retrouve dans la mine et puis il y a des mineurs qui passent autour de nous, donc voilà, comme si on y était. On est en train de sortir une reconstitution viking. Donc là on a trouvé une association viking, là ils vivent comme des vikings, donc dans un camp, etc., avec des combats, avec leurs repas, leur activité. Donc là on a fait la reconstitution. On fait de la visite de musée. Donc on a la visite du musée de Roubaix, la piscine. Donc on a la cathédrale de Liège par exemple. On a aussi de la randonnée. Donc on a filmé par exemple mes dernières vacances, le vidéaste est venu, on a fait une randonnée en famille avec les chiens, les enfants, etc. Et donc là on a la randonnée et donc on suit l'activité. On a plusieurs randonnées même qui ont été faites. On a des activités, du char à voile, on a du chien de traîneau, on a plein d'activités où on se retrouve installé dans un attelage de chien de traîneau en Laponie, et puis hop, on est là en train de se faire embarquer. Voilà, on a plein d'activités. On est en train de voir pour travailler aussi sur tout ce qui est sport adapté, donc motricité. On est en train de, il y a plein de choses qui sont encore en cours de développement. On est en train de travailler aussi sur la relaxation, donc de la sophrologie guidée. Il y a plein d'objectifs qui sont en cours de développement. Ok. Et est-ce que vous avez des limites sur justement toutes ces possibilités? Parce que j'ai l'impression que vous n'en avez pas trop. Les limites, ça dépend. Alors on a beaucoup de voyages parce qu'on a la chance d'avoir des amis globetrotters, donc ils prennent gentiment la caméra et ils nous l'emmènent aux 4 coins du monde, donc c'est un peu l'avantage. Sinon je vous aurais dit une limite de budget, mais l'avantage c'est que là on bénéficie un peu de leur bon vouloir. Mais non, après des limites, non, c'est juste les idées en fait qu'il faut avoir. D'accord. J'avais cru, alors moi comprendre qu'il y avait peut-être aussi des limites sur certains types de mouvements ou par rapport au cerveau. Oui, alors en fait effectivement, pour nous c'est pas une limite, c'est-à-dire que c'est juste qu'on s'impose à filmer des endroits fixes. C'est-à-dire que si on va aller visiter, on a Rome par exemple, on va se retrouver sur une place. Mais la caméra ne bougera pas. Il n'y a pas de déplacement. On va se retrouver à Venise, hop, la caméra sera placée à un autre endroit. En fait, il n'y a pas de déplacement, on peut avoir du déplacement sur de l'écran plat, puisque c'est comme quand on regarde la télé, donc on n'a pas trop de soucis. Par contre, sur du 360, étant donné qu'on a vraiment l'impression d'y être, on n'a pas de déplacement, parce que sinon on a ce qu'on appelle le motion sickness, c'est-à-dire que un peu ce que vous avez quand le mal de transport quand vous êtes en voiture, c'est-à-dire que le cerveau se dit, je vois que je suis en train d'avancer,
Par contre, mon corps ne bouge pas, donc il y a un problème et donc ça crée le mal du transport. Okay. En 360, c'est pareil, c'est que si on déplace la caméra, le corps va se dire je suis assis, donc pourquoi je suis en train de bouger. D'accord. Voilà, donc pour ça, on n'utilise pas de mouvement. Par contre, quand on fait du char à voile, là on a du vélo-rail, à partir du moment où on est véhiculé, le cerveau a l'habitude d'être véhiculé et donc il se dit voilà, je bouge, mais c'est normal parce que je suis dans un véhicule. Okay, donc les limites sont relativement limitées. Oui, c'est ça. Et alors pour tout ça, vous avez travaillé avec des médecins, avec quel type de professionnels vous avez créé le projet ? Alors, on se fait accompagner par beaucoup d'établissements et de médecins. Oui. Là, par exemple, on a une étude scientifique qui vient de valider, qui est en cours d'édition, donc voilà, sur les bienfaits de la machine. On a des retours. En fait, on s'appuie beaucoup sur les retours de nos clients, parce que c'est les professionnels de santé, et c'est eux qui ont la réponse sur le côté médical. Et c'est eux qui nous permettent de voir des choses, de découvrir des choses qu'on n'avait pas imaginées au départ. D'accord. On s'équipe petit à petit et c'est pour ça qu'on est actuellement en levée de fonds, justement pour aller chercher des financements pour pouvoir accélérer. Alors sur la levée de fonds qu'on souhaite faire, on a une partie qui est vraiment orientée sur le développement du commerce, parce que c'est là où il faut qu'on avance maintenant. Voilà, on a tout mis en place, on a le produit qui est abouti, on a l'équipe qui est là pour pouvoir répondre à un besoin. Donc maintenant, là, on est en phase d'accélération commerciale. Donc on va tout mettre sur le commerce. On a une partie qui est réservée pour la R&D pour continuer à développer le produit, puisque nos utilisateurs sont habitués à avoir quelque chose qui évolue, donc il faut qu'on continue à faire évoluer. Et on a une partie sur la partie vidéo pour faire gonfler les équipes de tournage pour pouvoir récupérer encore plus d'images et pouvoir monter un peu plus. Ok. Et justement sur la partie commerciale, vous pouvez nous dire combien coûte l'appareil, comment ça fonctionne en fait? Alors en fait, il y a plusieurs modes. On a soit de la location. Oui. Alors donc la location, ça démarre à 649 € si je ne me trompe pas par mois. Donc selon les engagements en fait, c'est dégressif en fonction des engagements. Donc là, 649 € c'est sur un engagement de 5 ans. Et alors ça comprend l'acquisition de la machine. Ça comprend la mise à jour des vidéos, donc toutes les 4 mois on recycle les vidéos, on en rajoute des nouvelles, et donc on est en train de créer justement, ça aussi on est en train d'évoluer là-dessus, on évolue sur la bibliothèque, c'est-à-dire que maintenant les établissements peuvent choisir des packages, alors qu'avant c'était des packages pour tout le monde, maintenant c'est chacun va pouvoir en fonction de ses besoins pouvoir choisir les packages différents. Et donc tous les 4 mois on change les films, on fait tout ce qui est maintenance, voilà, toute l'évolution est compris dedans. Et après à l'achat de mémoire, alors c'est pas ma spécialité, mais de mémoire je crois que ça doit être 29 000 €, 29 900 pour l'acquisition à l'achat. One shot de la machine. D'accord. Voilà, au début on était qu'en location et en fait on a eu pas mal de demandes en achat directement. Parce que les établissements vont chercher des subventions pour aller en général. Ok, d'accord. Voilà. Très bien. Bon, je vous fais la suite de la visite parce que c'est pas fini. C'est vrai. C'est donc. Les mots sont faits ici. Et donc ça, c'est des machines prêtes à partir. Alors, en partie. Hein. Après, il y a d'autres, c'est d'anciens produits d'époque. Donc, qu'on va réhabiliter, on va récupérer les pièces qu'on peut récupérer pour pouvoir les remettre en état et repartir. Donc on a tout un programme où on va proposer des anciennes machines pour des coûts plus faibles. D'accord. Pour les établissements qui ne peuvent pas aller chercher les budgets, ça nous permet en fait de leur fournir une machine mais à moindre coût. D'accord, ok, très bien. Et est-ce que tous ces appareils-là, vous avez anticipé sur le recyclage de tous les... Alors, en fait, le recyclage, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est faite en alu. Alors, l'alu, l'avantage, c'est que c'est recyclable à l'infini. D'accord. Donc là-dessus, on n'a pas trop de soucis. Ensuite, on n'est pas trop embêté par les machines dans le sens où une machine qui casse, c'est pas poubelle et on la remplace. Et l'avantage d'avoir la maîtrise complète de la machine, c'est que s'il y a un élément qui casse, on sait le dépanner. Voilà, ça peut être même les cartes électroniques, on sait dépanner exactement tout ça.
On a, là où on avait beaucoup de déchets avant, maintenant on en a beaucoup moins, c'était sur les impressions 3D. Parce que les impressions 3D génèrent beaucoup de déchets en ABS. C'est quoi ABS? En fait, c'est la matière. La matière, il y a plusieurs types de matières. Il y a du PLA, de l'ABS, du PETG. Enfin voilà, il y a plein de matières différentes sur l'injection plastique, enfin sur l'impression en plastique. Et on a cherché et on a réussi à trouver. En fait, il y a une société qui est juste à côté, à 200 mètres, et qui est spécialisée dans le recyclage de l'ABS. Donc on a discuté avec eux et du coup, régulièrement, on leur apporte nos déchets en ABS et eux le recyclent. Voilà, donc là, ils y vont même à pied d'ailleurs parce que c'est juste c'est très bien. 2 endroits au-dessus. C'était pas si compliqué. Donc voilà. Et là, on est juste en termes de timing, enfin à partir du moment où il y a eu l'idée et maintenant, il s'est passé combien de temps? Alors, l'idée, elle a mis 5 ans à germer. Après, donc moi je suis intervenu après, donc pendant 2 ans, Guillaume nous a rejoints et après on a démarré. Je dirais que maintenant ça va faire 2000, donc ça va faire maintenant 7, 8, 9 ans je pense. D'accord. Voilà, entre l'idée et le... ce qu'il faut savoir, c'est qu'au fur et à mesure, en 9 ans, l'évolution a été technologique. Il y a eu beaucoup d'évolutions technologiques, donc nous, l'avantage, c'est qu'on profite aussi des évolutions, parce qu'on fabrique vraiment toute la machine. Les seules choses qu'on ne fabrique pas, c'est les casques réalité virtuelle, parce que ça existe et ça évolue, et on n'a pas une équipe assez fournie pour pouvoir faire évoluer ça. Et les tablettes, qu'on achète déjà toutes faites. Là, par exemple, si vous regardez là, c'est l'un des tout premiers casques qu'on utilisait. C'était les casques, ce qu'on appelle les cardboard. Donc, on ouvrait, on mettait le téléphone à l'intérieur. Et voilà, c'était l'ancêtre du casque. Mais c'est ça qu'on utilisait pour la toute première machine. D'accord, très bien. Oui, donc ce que je disais, donc, le podcast Entrepreneur d'idées, sa vocation, c'est justement de valoriser l'innovation. Est-ce que vous pouvez nous dire de quelle façon on peut parler d'innovation dans le cadre de Virtisense? Alors, l'innovation, elle va être plus située sur le fait que pour l'instant, on est les seuls à faire ce genre de produit. Les seuls, je dirais, pour l'instant, au monde, à ma connaissance. Les personnes qui vont faire à peu près la même chose, ça va être plutôt des grandes salles, un peu Futuroscope, etc., où là, on aura des salles complètes, mais on est les seuls pour l'instant à faire ça en mobile. Et sur le ressenti sensoriel. Donc l'innovation, elle est vraiment là sur la partie sensorielle. Et alors ça reste une innovation dans le sens où on apporte quelque chose, du bien-être aux patients. Et voilà, malgré toutes les constatations qu'on a faites, parce que pour l'instant il n'y a rien d'officiel, mais c'est plus des constatations, même si c'est en train de s'officialiser. Voilà, on s'aperçoit qu'il y a vraiment un retour très très positif sur différentes pathologies. On va voir les personnes qui sont très fragilisées, on va voir des différentes pathologies différentes, enfin voilà, différentes pathologies qui vont permettre de remonter des infos qu'on va pouvoir faire évoluer. Donc notre innovation, elle est vraiment sur le produit et sur la faculté à pouvoir le faire évoluer. D'accord. Est-ce qu'au départ, vos objectifs, c'était uniquement un divertissement ou quel était l'objectif premier de Virtisense? Alors, l'objectif premier, c'était plutôt de la détente, de la relaxation. Donc, je vous ai expliqué un peu l'histoire de Lilou. C'était plus voilà, pour la canaliser, l'apaiser, et on s'est dit, bon, voilà, ça a un effet relaxant pour les personnes, et donc on va le développer dans différents établissements. Et c'est au fur et à mesure des tests qu'on s'est aperçu qu'il y avait des effets qui nous dépassaient. On va prendre vous avez vu par exemple la toute première machine en bois. On a fait un test dans un établissement, donc c'était la première fois qu'on allait en maison de retraite. On a fait le test donc c'était à la demande d'une personne pour son frère qui était en maison de retraite, qui était atteint qui avait fait un AVC. Et quand on est arrivé, on s'est aperçu que la personne était quasiment amorphe, et donc on s'est un peu inquiété en disant voilà, c'était nos débuts et on ne savait pas comment la personne allait réagir, puisque quand on lui parlait, elle ne nous répondait même pas. Et voilà, et au fur et à mesure de l'expérience, on s'est aperçu que la personne commençait à bouger, à réagir.
Et voilà, donc ça nous a fait dire qu'on était sur la bonne voie et voilà, on a continué à développer dans ce sens-là en tout cas. D'accord. Donc moi, ce que je trouve super intéressant dans le projet, c'est que vous avez impliqué en fait en permanence les usagers ou futurs usagers de l'outil pour l'évolution et le développement de cet outil. Donc c'est en ça où ça me semble super intéressant. On a eu des retours effectivement des utilisateurs qui sont ravis de pouvoir justement partager leurs retours et de pouvoir finalement construire avec vous l'évolution du projet. Voilà. Alors effectivement, oui, on a pour objectif, alors on n'est pas dans le milieu de la santé, alors même si voilà, on a tous plus ou moins un lien avec la santé, que ce soit Xavier, Guillaume ou moi, on a un lien, hein, puisqu'on a tous été confrontés dans notre vie à des moments à des situations orientées autour de la santé. Donc c'est pour ça qu'on est très porté santé, alors qu'on a de la demande un peu dans différents domaines, dans l'événementiel, etc. Mais on s'est vraiment resté focus santé. Mais pour autant, on n'a pas les compétences médicales, donc c'est pour ça qu'on s'appuie beaucoup sur les retours utilisateurs, sur les professionnels de santé qui vont nous donner leurs avis, leurs informations, et qu'on va prendre en compte et pouvoir faire évoluer le produit en fonction de leurs besoins et de leurs demandes. D'accord. Ce qu'on met en avant dans le podcast également, ce sont les clés de succès d'un projet. Donc on peut dire que clairement c'est une clé de succès, le fait que vous impliquiez en permanence les utilisateurs et que vous fassiez évoluer le projet selon les besoins. Est-ce que vous voyez d'autres clés de succès qu'on pourrait attribuer à votre projet ? Alors, c'est une bonne question. En clé de succès, oui, donc alors sur les clés de succès, on a la partie multisensorielle qui fait qu'on ait un dispositif qui est unique. Donc là, c'est une clé de succès dans le sens où on se retrouve pas en concurrence avec, alors même si on est en concurrence avec d'autres sociétés qui font de la VR, il y en a énormément. On est vraiment, on va dire, des cas à part de par la spécificité du produit. On a une clé de succès sur la facilité d'utilisation. Alors, c'est vrai que je ne vous ai pas trop présenté le produit, mais on a une tablette qui permet au personnel soignant de pouvoir piloter le casque, de lancer les expériences, mais aussi de noter des retours, des informations. Voilà, donc c'est la facilité d'utilisation donc, qui est aussi une clé de succès qui permet de... Voilà, c'est une machine qu'on peut mettre en place en 30 secondes, on branche une prise et hop, c'est parti, ça démarre. D'accord. Voilà. Quelle autre clé de succès ? Nous, on en a vu une et en fait, on l'évoquait hier quand j'étais au sein de l'APEI de Saint-Omer. On a évoqué le fait aussi que vous, votre équipe en fait, de cofondateurs, eh bien, vous étiez hyper cohérents. En fait, c'était... Enfin, il faudrait que je retrouve exactement les termes évoqués, mais que vous étiez tous bien trouvés dans ce projet et que chacun avait sa place et qu'il y avait on ressentait en tout cas une entente assez incroyable et surtout que vous viviez votre projet et que vous l'incarnez vraiment très bien. En tout cas, c'est les retours que j'ai eus. Alors, moi, je pense que c'est une clé de succès aussi. voilà, donc le fait qu'on ait une vision très proche et qu'on soit très complémentaire, effectivement, fait une clé de succès. Ouais. On a aussi en clé de succès le fait qu'on a la maîtrise complète du process de fabrication et donc on a possibilité d'adapter le produit très rapidement. Et donc ce qu'on a coutume de demander aussi à la fin des podcasts, c'est vos ressources en fait, vous personnelles ou professionnelles, qu'est-ce qui vous fait lever le matin ? Qu'est-ce qui vous motive en fait dans ce projet ? Est-ce que alors ça peut être une référence, ça peut être une citation, ça peut être un film ou ça peut être juste une conviction. Voilà, quelles sont vos ressources à vous pour avancer ? Alors, j'ai pas de citation, pas de film, ni rien, malheureusement. Par contre, ce qui me fait lever le matin et ce qui nous fait avancer, et là je parle pour vraiment tout le monde, c'est... alors de temps en temps, on a besoin de voir le résultat sur des utilisateurs. Donc on fait par exemple des démos et on convie tous les membres des différentes équipes, même les personnes qui font de la technique, vont faire des démonstrations. Et sur quelques heures de démonstration, on a toujours une ou deux personnes qui ont vraiment une réaction qui est vraiment bluffante et qui nous donne vraiment envie d'avancer. Et quand on voit le résultat, on se dit bon ben voilà, on fait pas ça pour rien et on a vraiment voilà, ça nous pousse à avancer encore plus et se dire bon voilà, on est sur la bonne voie et on continue à avancer. Ok,
Super. Merci beaucoup et puis bravo pour votre engagement. Mais de rien, merci à vous. Merci aux fondateurs de Virticence pour le partage de cette belle aventure. Les éléments retenus à travers le premier épisode. Une vision commune et des profils complémentaires des cofondateurs. Un projet en évolution constante pour répondre aux besoins des utilisateurs. Une production locale et une gestion des déchets optimisée. Une relation privilégiée avec les utilisateurs totalement impliqués dans la construction de nouvelles fonctionnalités. Vous retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes habituelles, n'hésitez pas à vous abonner. Besoin de valoriser votre projet par un podcast ? Vous pouvez me contacter par mail à charlotte.nivelet, nivelet@apogee-6ess.org. À très bientôt.